Voilà, voilà, à partir de maintenant, c'est enregistré. D'accord, très bien. Bien, bonjour à tous, je suis Sylvie Méran, je suis chargée de mission parentalité et voilà, plusieurs fois que nous rencontrons, madame Larcher sur ce sujet de l'épuisement parental, parce que c'est une constante. Les parents, souhaitent, avoir on va dire des indications sur, cet état d'esprit des fois de se sentir, un petit peu pas forcément à la hauteur. Et tout particulièrement avec des enfants petits. Donc voilà, je te laisse te présenter, Karima. Oui, alors bonjour à tous, je suis Madame Miliani Karima, je suis chargée de mission prévention précoce à la ville de Metz pour le petite enfance, collègue donc de Sylvie Méran. Voilà. Bon, mais alors écoutez, est-ce que nous lançons déjà Oui, avec plaisir. Voilà. Bon, très bien. Alors, donc, je vais bientôt partager avec vous le support du webinaire de ce soir. J'ai pour habitude de m'arrêter à chaque fois au cours du webinaire. Donc, vous verrez, je vais commencer par parler autour de 40-45 minutes peut-être et puis m'arrêter pour des premières questions. Je vois que vous êtes déjà très, très respectueux. Vous avez coupé vos micros et vos caméras, je vous en remercie parce que ça permet comme ça, d'abord ça vous permet d'avoir une meilleure réception et puis ça permet d'éviter des parasites éventuellement sonores pour les uns et les autres. Vous pouvez par contre disposer de la rubrique discuter que Karima a déjà utilisée. Donc vous voyez discuter qui vous permet de venir poser vos questions. Alors, vous pouvez poser ces questions, soit vous voyez à tout le monde et tout le monde le voit, ou alors vous venez spécialement dans la liste choisir mon nom et donc me poser vos questions éventuellement si vous le souhaitez de cette façon-là. Et là, il n'y aura personne à part moi qui pourra les lire. Donc, n'hésitez pas si vous le souhaitez à commencer à poser vos questions au cours de ma présentation, mais sachez que je m'arrêterai de toute façon d'ici 40-45 minutes pour vous permettre de poser vos premières questions et pour nous permettre d'avoir une interaction. Après, je reprendrai le fil de ma présentation et nous aurons de nouveau du temps à la fin du webinaire pour que je puisse répondre à vos différentes questions ou interrogations. Donc, je débute dès à présent cette présentation sur donc l'épuisement parental et je vais aussi vous parler, vous le verrez, de stress parental, même s'il y a une différence entre les deux. Très rapidement, je vais d'abord me présenter. Je suis donc Nadège Larcher, ça c'est l'information que vous aviez déjà. Je suis psychologue spécialisée dans le développement de l'enfant et de l'adolescent, avec notamment une option un petit peu particulière en neurosciences, donc le développement et le fonctionnement du cerveau humain, et puis plus particulièrement aussi sur l'accompagnement à la parentalité. En tant que psychologue, j'ai un cabinet de consultation à Tours et j'interviens aussi comme chargée TD auprès des Master 1 et des Master 2 en psychologie. Donc ça, c'est ma première casquette. Ma deuxième casquette, c'est d'intervenir pour la société APECOM, Apprendre à communiquer. J'en suis la cofondatrice avec le docteur Sophie Benkemoun. Et nous intervenons maintenant déjà depuis plus de 15 ans dans le champ de la parentalité par le biais de création et d'animation d'ateliers pour les parents et aussi de formation pour les professionnels et les professionnels de l'enfance, de la petite enfance, de l'adolescence et également les professeurs
puisque nous avons la chance maintenant depuis 7-8 ans d'intervenir aussi dans les écoles et puis un petit peu dans les entreprises, mais voilà, tout lieu où des personnes sont amenées à travailler ou à vivre avec des enfants et des adolescents, avec pour objectif d'amener des outils concrets pour améliorer les relations adultes-enfants. Et ce soir, je vais partager tous ces éléments. Et puis, troisième casquette, entre guillemets, mais c'est en réalité la plus importante. Je suis maman de 3 enfants qui ne ressemblent plus du tout à ça, étant donné que maintenant j'ai 3 ados, d'où la photo de moi en Rambo, face bien notamment au placard vide de ma cuisine ou peut-être à certains inconvénients du fait de partager la maison avec des adolescents. En tout cas, une fonction, enfin un rôle de maman qui m'occupe encore beaucoup et qui me rappelle à quel point il faut être humble. On a beau avoir souvent des outils, et c'est voilà la chance que j'ai, mais même avec ces outils, eh bien, il y a des grands moments de doute, de solitude et de difficulté. Donc, vraiment, dans cette introduction, dire, et vous allez le voir dans ma présentation, qu'aucun parent n'est à l'abri de l'épuisement parental, que vous allez le voir, ce n'est pas le fait d'être un bon ou un mauvais parent, bien au contraire, et que eh bien, nous sommes tous possibles, dans la possibilité d'être fragilisés par rapport à notre parentalité. Alors, par rapport à cette question de parentalité, je vais très, très rapidement faire un rappel historique, mais il est important. Pourquoi il est important? Parce que le terme de parentalité en soi apparaît en réalité est très récent puisqu'il date des années 1970 uniquement, donc vous voyez 50 ans. Avant, on parlait uniquement de parenté, donc on parlait du fait d'être lié par le même sang, la même famille. Maintenant, les choses ont énormément évolué. Il y a aujourd'hui des formes très, très différentes de famille. Et donc, cette notion de parentalité, elle est très récente, une 50aine d'années, et elle explique pourquoi aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Pourquoi aujourd'hui, on est peut-être parfois un petit peu perdu, pourquoi on est obligé d'aller inventer d'autres modèles, et notamment parce que pendant très longtemps, vous le voyez en bas de mon image, on a eu une vision de l'autorité d'une façon peut-être assez simpliste, mais simple, et là, parfois la simplicité fait du bien, c'est-à-dire que pendant très longtemps, des siècles et des siècles, eh bien, on parlait de puissance paternelle, il y avait juste le père qui avait de l'autorité, et puis est arrivée dans notre pays, la France, en 1804, la notion d'autorité paternelle. Alors là, on a commencé à dire que le père ne pouvait pas être tout puissant et qu'il y avait au-dessus du père la loi, notamment, mais l'autorité parentale, le fait de reconnaître hommes et femmes en ayant exactement les mêmes droits et devoirs en tant que parents, vous voyez, c'est en même temps que la parentalité. Et là, eh bien, c'est seulement les années 1970. Donc, c'est un changement majeur, vraiment, quelque chose de fondamental dans lequel nous sommes encore engagés parce que 50 ans, c'est 2 générations. Donc, c'est vraiment très peu. Ça ne suffit pas pour qu'on ait déjà, je dirais, des habitudes vraiment intégrées en nous. On est encore obligé de réfléchir à ce qui nous arrive et de réinventer les choses, d'autant plus qu'en parallèle, la vision de l'enfant a énormément changé également. On est passé de la vision d'un petit enfant à dresser un petit peu comme un petit animal avec la vision aujourd'hui d'un enfant à éduquer, à éveiller, à accompagner. Donc, c'est un changement majeur. Il y a beaucoup plus d'exigences aujourd'hui sur les parents qu'il n'y a 50 ans ou qu'il y a quelques siècles. Soyons clairs, il y a quelques siècles, ce qu'on attendait d'un parent, c'est de faire en sorte qu'il y ait le maximum d'enfants
qui arrivent à l'âge adulte, on ne se posait pas la question de leur éveil culturel, de leur éveil sportif, de leur apprentissage scolaire, parce qu'il n'y avait pas d'école. Aujourd'hui, il y a une exigence beaucoup plus importante avec un investissement très important de l'enfant aussi, puisque maintenant, dans la grande majorité des cas, les grossesses sont désirées, les enfants sont souhaités et en plus, aujourd'hui, la parentalité est quand même représentée comme quelque chose de positif, comme quelque chose d'agréable, dans une période compliquée comme celle que nous vivons actuellement, de grande insécurité, de grande instabilité. Bien sûr, nos familles sont un peu notre point de contrôle, notre point de protection. On y accorde encore plus d'importance. Donc, il y a vraiment un très, très grand investissement autour de la parentalité, mais avec des images sans doute très positives parfois, de réseaux sociaux, etc., qui nous montrent des choses fantastiques et on oublie de nous montrer la réalité des nez qui coulent, des conflits avec les ados, des couches qu'il faut changer sans arrêt, etc. Donc aujourd'hui, on est dans une société qui vraiment nous met dans un certain paradoxe. On appelle ça une injonction paradoxale. C'est quelque chose d'assez difficile à vivre, c'est-à-dire qu'on nous dit à la fois qu'il faut réussir notre vie familiale, être des parents, on en reparlera, presque plus que parfait, des parents très présents, très investis, qui éveillent et donnent le meilleur d'eux-mêmes à leurs enfants, et en même temps une société qui nous dit aussi de ne pas nous oublier, de faire du sport, de bien manger, de bien travailler, d'être un individu qui vit aussi à part entière. Et donc c'est difficile en réalité de faire les deux, parce que même si nos envies, elles, sont multiples, on a envie de s'occuper de nous, on a envie de pouvoir faire du sport, on a envie de passer du temps avec nos enfants, on le verra, mais je vous le rappelle, il n'y a que 24 heures dans une journée et ça ne rentre pas quand on veut absolument tout faire. Et c'est vrai que il y a eu un changement très récent autour de la famille avec un investissement aujourd'hui très fort et honnêtement, toutes ces transformations, aussi la parentalité positive, tout ça entraîne un stress très important sur les parents aujourd'hui. Je ne dis pas que c'était plus facile d'être parent il y a 100 ans, parce qu'évidemment, il y avait des difficultés matérielles très importantes, mais peut-être que psychologiquement, c'était plus facile. Aujourd'hui, les parents se retrouvent vraiment en première ligne. Ils se retrouvent assez isolés en plus. Auparavant, on vivait en famille élargie. Maintenant, il y a quand même le fait d'être séparés des grands-parents, des oncles, des tantes, etc. et qui font que les parents aujourd'hui vivent de plus en plus de pression sur leur rôle parental. On attend d'eux d'être des super parents et en même temps, beaucoup moins de ressources et de temps et de soutien. Donc, vous l'entendez, des pressions, une pression beaucoup plus forte et à côté, moins de ressources. Et vous allez voir, on va beaucoup en parler ce soir. Alors, il y a 2 catégories de parents qui sont particulièrement touchés par cette fragilité et par le stress. Ça a été indiqué en introduction de cette soirée. Oui, les parents de jeunes enfants sont particulièrement marqués parce que c'est un vrai chamboulement. Le fait de devenir parent, c'est quand même un changement énorme et donc évidemment, ça entraîne beaucoup de bouleversements, de remises en cause, de stress. C'est vraiment ce qui se met en place. Et puis, en plus, il n'y a pas beaucoup de sommeil, il y a souvent des petites maladies. En plus, donc, les parents de jeunes enfants, effectivement, vivent un chamboulement qui est très, très stressant et on retrouve particulièrement du stress chez les parents de jeunes enfants, mais il y a aussi, et on oublie souvent de les citer, aussi la fragilité du parent d'ado, parce que c'est aussi une autre période où ça redevient parfois
compliqué d'être parent parce qu'au moment de l'adolescence, ce n'est pas qu'une crise d'ado des ados, ça peut être aussi un temps de perte pour les parents. Le fait, notamment par exemple, de perdre la satisfaction de nous sentir utiles. Alors avant, évidemment, on est très sollicité, on est présent dans les anniversaires, dans les sorties, on est obligé de donner beaucoup de temps. Après, quand on a des adolescents, on a plus de temps libre, mais par contre, on n'est pas toujours les bienvenus et ça peut devenir compliqué. Il y a aussi la difficulté de perdre notre image de bons parents, parce que ça, c'est vraiment quelque chose de compliqué au moment de l'adolescence. Avant, on était quand même un peu la jolie maman et le papa très fort, et voilà. Et puis tout d'un coup arrive l'adolescence et il faut qu'on les dépose à 20 mètres du lycée parce qu'il ne faut surtout pas qu'on soit vu avec eux. Et ça arrive à un moment de notre vie où on a 40 ans, 50 ans, où il se passe un certain nombre de choses dans notre vie d'hommes et de femmes. Et donc, c'est compliqué souvent pour les parents à ce moment-là de vivre cette période parce que, voilà, il faut accepter qu'à l'adolescence, on devient ringard. Voilà, c'est vraiment la chose qu'il nous faut accepter. Et on redevient aussi un parent amateur. Souvent, il y a des choses qui marchaient bien au moment de l'adolescence et avant l'adolescence et puis qu'il faut réorganiser au moment de l'adolescence. Donc, c'est souvent quelque chose à ce moment-là d'assez difficile. Donc, tout ça pour vous dire que être stressé en tant que parent, ça fait malheureusement partie de notre vie. Le stress, il est assez inévitable. Croire qu'on peut passer à travers ça, non, ce n'est pas possible. Il y aura de toute façon des périodes de stress quand on est parent, plus particulièrement, donc je vous le disais, quand on est parent de jeunes enfants ou parent d'adolescents, mais ça va nous arriver à toute période potentiellement de notre vie de famille. Mais par contre, vous allez le voir, l'épuisement parental, c'est un cran au-dessus, c'est un cran qui arrive bien après, alors qu'on a mis du temps à comprendre, qu'on n'a pas toujours observé tel qu'il était, mais on sait qu'il existe en réalité depuis longtemps. On a vraiment commencé à l'analyser à partir des années 80 et c'est depuis les années 2000, notamment grâce aux travaux de toute l'équipe d'Isabelle Roskam qui est en Belgique, à Louvain. Cette équipe a vraiment fait un très, très grand travail passionnant autour de cet épuisement parental et nous a permis de mieux le comprendre, de pouvoir l'accompagner maintenant. Donc, ce n'est pas récent l'épuisement parental, mais par contre, on en parle réellement depuis une dizaine d'années. Et c'est quand même quelque chose de vraiment important parce qu'on pense aujourd'hui, alors vous voyez le chiffre à l'écran, on pense que 5 à 8% des parents pourraient être concernés par cet épuisement parental. En réalité, les derniers chiffres sont bien plus élevés que ça parce qu'on parle aujourd'hui de 10 à 12%. Alors, il y a eu un effet Covid, il y a eu un effet épuisement général qui joue, mais vous entendez qu'il y a un changement entre l'épuisement parental et le stress parental. L'épuisement parental, c'est un stress qui devient trop intense, qui devient trop important et qui fait que le parent n'est pas en état, n'est plus en état de faire face aux tâches familiales. Alors, voilà les 4 caractéristiques pour vraiment pouvoir définir l'épuisement parental. Je vais commencer volontairement par celui qui est en bas, qui s'appelle le contraste, parce que ça, c'est un élément important. L'épuisement parental, par exemple, n'est pas une dépression postpartum. La dépression postpartum, c'est la dépression que les mamans peuvent vivre juste après un accouchement. Et là, c'est une dépression qui va empêcher
empêcher peut-être le parent d'investir, notamment la maman, de s'investir comme elle le voudrait dans ses fonctions parentales. Dans le cas de l'épuisement parental, il y a eu investissement, il y a eu des fonctions parentales, il y a eu un rôle de papa et de maman qui a été tenu par le parent. Il y a même eu, on verra souvent, un très, très grand investissement. Il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites par le parent dans sa parentalité. Et là, quand arrive l'épuisement parental, il y a vraiment cette notion de cassure. C'est pour ça qu'on parle d'un contraste. Il y a un avant et un après. Il y a le fait que le parent était d'abord très, on va dire presque épanoui par son rôle de parent, et puis tout d'un coup, à cause d'un stress chronique, à cause de l'épuisement, il ne l'est plus. Donc ça, c'est le premier élément, vraiment cette notion de contraste. Et puis après, on retrouve trois autres éléments. On retrouve d'abord un élément qu'on retrouve dans tous les épuisements, dans tous les burn-out. Si jamais, par exemple, on a un burn-out professionnel, c'est d'abord l'épuisement, un épuisement physique, mais aussi un épuisement moral. Mais les parents qui subissent cet épuisement parental nous disent vraiment tout d'un coup j'arrivais plus à me lever, j'avais plus de jus, j'étais épuisée, rien qu'à envisager la journée je me sentais déjà épuisée physiquement. Donc il y a vraiment, on en reparlera, mais cette notion d'épuisement, et qui va expliquer pourquoi le parent est si mal, parce que tout d'un coup il n'y a plus de ressources, et il y a notamment plus de ressources physiques. Le parent s'est épuisé dans sa fonction. Et puis, il y a deux autres critères qui sont là, liés, qu'on retrouve uniquement dans l'épuisement parental ou le burn-out parental, on utilise le même terme. C'est d'abord la perte d'efficacité dans son rôle parental. Le parent nous dit je mets des heures à préparer le repas, j'arrive pas à faire les sacs, j'ai l'impression d'être à 2 à l'heure quand il faut faire des choses pour les devoirs ou ce genre de choses. Donc, vous voyez, le parent, au fur et à mesure, il a de moins en moins d'énergie, mais surtout, il se sent de moins en moins efficace dans sa fonction parentale. Il a vraiment l'impression, ce qui n'était peut-être pas le cas avant, mais d'être en perte de vitesse. Et puis arrive un troisième élément qui est la distanciation, et notamment la distanciation affective. Le parent se sent tout d'un coup un peu comme coupé, mais ça c'est dû à l'épuisement, hein. C'est pas dû au fait qu'il n'aime plus ses enfants, c'est dû au fait que tout d'un coup il est tellement épuisé, tellement fatigué qu'il se sent comme coupé émotionnellement de ses enfants. Il y a des parents qui vous disent je regarde mes enfants et j'ai l'impression de plus les aimer, j'ai l'impression que ça me fait plus rien. Il y a des fois où je me dis que j'aurais pas voulu devenir père ou j'aurais pas voulu devenir mère. Vous voyez, c'est vraiment tout d'un coup une perte de connexion, et cette perte de connexion, automatiquement, elle est très douloureuse pour le parent, parce que je vous rappelle ce que je vous ai dit en introduction, le parent souvent, il a souhaité devenir parent, il a investi ses enfants et il les aime. De toute façon, même dans l'épuisement parental, en réalité, l'amour, il est toujours là, mais il est malheureusement comme anesthésié. Il est complètement coupé de la personne parce qu'elle est totalement épuisée. Donc, il faut ces 4 critères pour qu'on puisse parler d'épuisement parental. Et vous comprenez que, par contre, ces 4 critères, ils sont très compliqués, parce qu'ils induisent des sentiments de haine, de honte et de culpabilité. C'est très difficile pour un parent qui est au bout du rouleau de venir dire, par exemple, à son médecin, eh bien, j'ai plus envie d'être avec mes enfants, j'ai plus envie d'être parent, j'aimerais pouvoir, même parfois, voilà, j'aimerais pouvoir me débarrasser de mes enfants. Et donc, évidemment, c'est très violent de pouvoir dire ça, surtout dans une société où on vous dit qu'être parent, c'est génial, c'est fantastique, c'est la plus belle chose au monde qui peut vous arriver. Vous imaginez bien que c'est très, très compliqué de venir dire ça. Et donc, c'est pour ça qu'en réalité, généralement, les parents ne le disent pas. Ils ne disent pas « je ne supporte plus mes enfants », ils ne disent pas « je suis épuisée d'être un parent ».
ils vont être irritables, ils vont être en colère, ils vont commencer à devenir négligents avec leurs enfants, ils vont aller vers plus de dépendance. Alors, je peux vous donner l'exemple d'une maman que je connaissais, enfin que j'ai suivie, et qui, avant de quitter le travail, avait pas envie de rentrer, hein, parce que c'était trop compliqué à la maison, elle se sentait épuisée et dépassée par ses tâches parentales, eh bien, elle passait de plus en plus de temps au travail, et puis avant de partir, il fallait à tout prix qu'elle aille fumer une cigarette. Et puis après, c'est pas passé à une, mais à deux. Et puis un jour, elle s'est rendue compte qu'il y avait un problème parce qu'elle faisait traîner le temps jusqu'à une troisième cigarette. Donc, vous voyez, c'est des choses qui sont assez insidieuses. C'est un parent qui vous explique que s'il ne boit pas 3 ou 4 cafés le matin quand il est à la maison et qu'il doit s'occuper des enfants, eh bien, il n'arrive pas à fonctionner dans la journée. Donc, c'est des plaintes qui sont souvent des plaintes un petit peu annexes, des plaintes conjugales, des plaintes de santé, un parent qui vous dit qu'il a mal au dos, voilà, ou ce genre de choses. Mais malheureusement, c'est difficile d'aller voir un professionnel en disant je crois que je suis en épuisement parental. Pourtant, c'est ce que je vous disais au début, d'abord, ce n'est pas une invention du XXe siècle, hein, ça existait bien avant, mais on n'en parlait pas. Ce n'est pas non plus un trouble qui concerne que les femmes. Il y a des hommes aussi, des papas qui sont concernés, notamment par exemple des papas qui ont pris des congés paternité longs ou qui sont très impliqués auprès des enfants. Eh bien, ces papas aussi peuvent être confrontés à un moment ou à un autre à un épisode d'épuisement parental. Ça ne concerne pas non plus que les enfants en bas âge, hein, vous l'aurez compris, ça concerne tous les parents et aussi les parents d'adolescents et notamment les parents d'adolescents. Après, il y a des facteurs de risque. Alors, qui dit facteur de risque ne veut pas dire que automatiquement il va y avoir épuisement parental. Le risque, vous l'entendez, c'est une amplification de la fragilité. Mais il y a des parents qui vivent dans des milieux précaires, il y a des parents qui sont des parents solos, ou il y a des parents qui vivent malheureusement avec des enfants compliqués à la maison pour X raisons, parce que ces enfants connaissent eux-mêmes des difficultés et ils peuvent ne pas connaître du tout d'épuisement parental. Mais par contre, c'est vrai que ça peut être un risque supplémentaire. Et puis, il y a un dernier élément de risque qui va peut-être vous étonner, mais on a plus de risques d'aller vers l'épuisement parental quand on est en temps partiel que quand on est à temps plein. Alors, ça peut paraître bizarre parce qu'on se dit, oui, à temps partiel, on a plus de temps pour s'occuper de soi et pour s'occuper des enfants, sauf que ce n'est pas tout à fait vrai parce que quand on est en temps partiel, on a tendance à vouloir être parfait partout, on a tendance à vouloir fournir absolument au travail, mais aussi fournir complètement à la maison en mode « oui, mais je ne travaille pas le mercredi, donc c'est bien qu'ils fassent des activités, c'est le moment où il faut que je prépare des bons repas, c'est le moment où je dois passer beaucoup de temps avec eux, etc. » Et c'est là où le parent s'épuise parce qu'il est à fond sur sa famille pendant le temps où il est à la maison et il est à fond au travail. Donc, petit point important, si vous entendez des parents vous dire « oh là là, je suis épuisée par ma vie familiale », surtout ne leur conseillez pas de travailler moins ou en tout cas en s'organisant parce que ça peut être une fausse bonne idée parce qu'en réalité, à ce moment-là, il est tout à fait possible d'avoir plutôt un risque à ce moment-là plutôt qu'autre chose. Voilà, je vous avais dit que je ferai des pauses pour avoir l'occasion de répondre à vos questions. Je regarde s'il y en a déjà éventuellement dans le chat. Alors, j'ai répondu sur la dépression postpartum. Hein, donc, la dépression postpartum, je vous rappelle, elle arrive après
l'accouchement est là, et elle touche beaucoup de femmes, il faut savoir, on est autour de 20%, donc ce n'est pas du tout anecdotique, et c'est vraiment très important de le savoir. Alors, c'est tout à fait normal dans le cycle d'une naissance qu'une maman connaisse 3-4 jours après la naissance un épisode de déprime plus ou moins marqué qui va durer 2-3 jours, mais la dépression postpartum, elle s'installe, elle reste plus longtemps et au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, là, il faut commencer à s'inquiéter. Donc ça, c'est le premier élément, mais on n'est pas sur la même chose. Dans l'épuisement parental, il y a vraiment le fait d'un avant et d'un après. Et on me demande s'il y a des conséquences graves sur l'enfant et son développement. Alors, il y a des conséquences, rien qu'on ne puisse pas rattraper. Ça, c'est important de le garder en tête parce que un enfant, ça a notamment un cerveau très, très flexible et donc on peut rattraper des choses. Mais c'est vrai que l'épuisement parental peut avoir des conséquences déjà par le fait que le parent se sent moins connecté avec l'enfant. Donc, malheureusement, par négligence, c'est vraiment de la négligence, mais on peut avoir des parents moins présents, qui surveillent moins, qui ont tendance à, par exemple, laisser les enfants beaucoup plus derrière les écrans, ce genre de choses. Donc, c'est évidemment compliqué par rapport à cela. Il peut y avoir aussi des conséquences sur le développement de l'enfant dans les interactions. L'enfant, il a besoin qu'on parle avec lui, qu'on joue avec lui, pas tout le temps, c'est pas du 24 heures sur 24, mais il a besoin de, allez, quand il est petit, 10-15 minutes plusieurs fois dans la journée d'interaction vraiment individualisée, vous voyez, d'une vraie disponibilité à ce moment-là. Et donc, évidemment, un parent qui est épuisé, qui a du mal à investir ses fonctions parentales et va avoir moins d'interaction. Donc, voilà les conséquences que l'on peut retrouver. Et puis, ça peut aller, malheureusement aussi, vers de la maltraitance, pas volontaire. Là encore, c'est vraiment parce que le parent est épuisé et qui n'arrive plus à gérer notamment ses émotions. Donc ça peut être une des grandes difficultés. On me demande quels sont les relais parentaux pour les parents à l'épreuve de la maladie des enfants ou du handicap. Alors ça, on en reparlera tout à l'heure, mais vous commencez à comprendre le nœud du problème. Je vous ai dit que le stress parental, il est assez inévitable. Nous allons tous le vivre à un moment ou à un autre. Qu'est-ce qui va faire qu'il ne se transforme pas en stress chronique et donc en épuisement? Eh bien, c'est notamment la question des ressources. Et la question des ressources, ce sont notamment les relais parentaux. Alors, il y a des relais qui sont proposés pour les enfants malades, pour les enfants qui souffrent de handicap. Il y a notamment toutes les maisons de l'enfance. Il y a aussi le programme maintenant, le programme des 1000 jours qui est en train de se mettre en place un peu partout en France. Et je vous incite à aller visiter le site du programme des 1000 jours parce qu'il vous permet d'être au courant de le site, de ce qui existe et de ce que vous pouvez trouver également comme ressources quand vous avez besoin d'être accompagné, quand vous avez besoin de pouvoir avoir des aides. Il y a des aides aussi qui sont prévues par la CAF, qui peuvent être prévues aussi par les mairies. Et par rapport à cela, je vais partager avec vous notamment le site de la CAF que je trouve très bien et qui s'appelle, alors attendez, je suis en train de vous le chercher pour que vous l'ayez, Vie de famille, le magazine de comment
le magazine des familles de la CAF et je vais vous le mettre maintenant en lien. Il existe aussi une chaîne télévisée maintenant que voilà, je viens de vous donner et là vous avez de nombreux reportages, de nombreuses informations et notamment sur comment accompagner les parents quand ils ont besoin d'une prise en charge. Donc là, je viens de vous mettre ce lien. Ça fait partie. Là, c'est 2 sites des ressources que l'on peut trouver. Après, on me pose une question sur est-ce qu'il peut y avoir un parallèle avec une assistante maternelle qui travaille à domicile et qui a beaucoup d'enfants et de moins de 3 ans. Alors là, on ne parlera pas d'un épuisement parental, on va parler d'un burn-out professionnel, d'un épuisement professionnel. Et bien sûr, cela peut arriver aux assistantes maternelles. Là, on est, alors pareil, sur une notion d'épuisement, de perte d'envie. On est sur une notion aussi de perte alors pas d'implication professionnelle parce que les gens continuent à s'impliquer, mais souvent de difficultés à pouvoir gérer le stress et voilà. Donc ça peut arriver, mais là par contre, on est vraiment sur un épuisement professionnel. Vous allez voir tout à l'heure, il y a des choses assez similaires entre l'épuisement professionnel et l'épuisement parental, en tout cas dans le processus, mais là, on n'est pas lié à la fonction de parent. Et donc, on est lié à une fonction professionnelle et ça doit être traité dans le cadre d'une prise en charge, notamment de la médecine du travail, parce que là, on est vraiment dans une prise en charge professionnelle. Voilà pour les questions qui m'étaient posées. Est-ce qu'éventuellement, il y en a d'autres avant que j'enchaîne ? Si ça vous gêne de poser votre question par écrit, vous pouvez brancher votre micro le temps de votre question. N'hésitez pas à utiliser votre micro si cela est plus facile pour vous. Alors, bon, écoutez, je crois que pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Ce que je vous propose, c'est que je vais continuer ma présentation et puis n'hésitez pas de toute façon à continuer à poser vos questions par le biais du chat et je vais moi aussi continuer à y répondre et puis nous aurons de toute façon un temps d'échange vers la fin. Alors, je vous ai dit que dans l'épuisement parental, il y avait un contraste, un avant et un après. Et donc, vous allez voir qu'en réalité, dans l'épuisement parental, mais qu'on retrouve dans l'épuisement professionnel d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle d'abord une montée, un burn-in, le fait qu'il y a de plus en plus d'efforts qui amène à un point culminant et c'est là où après arrive le burn-out, l'épuisement. Mais avant l'épuisement, il y a un certain nombre de choses qui s'enclenchent et qui entraînent le parent et vous allez voir aussi pourquoi ça peut tous nous arriver. Alors, heureusement de ne pas tomber dans l'épuisement parental, mais en tout cas de flirter avec cet épuisement parental parce que potentiellement, nous avons peut-être un peu tous connu ces quelques phases, en tout cas de burn-in et de montée. Alors, la première phase, et c'est un élément important, c'est le fait d'abord que voilà, dans l'épuisement parental, je vous l'ai dit en introduction, mais on ne trouve pas de mauvais parents dans l'épuisement parental. On trouve souvent même au contraire des parents qui ont voulu être des super parents. Ils ont voulu être des parents plus que parfaits, des parents qui étaient très investis, très présents,
qui essayaient de donner vraiment le meilleur d'eux-mêmes à leur enfant et donc qui aussi rentraient dans une course un petit peu au toujours plus où il fallait à la fois assurer les activités des enfants, le fait qu'ils mangent bien, le fait qu'ils puissent avoir un éveil social, émotionnel, culturel, qu'ils puissent avoir des activités, mais pas trop, des copains, mais pas trop, de bien manger, etc. Voilà, c'est un parent qui essaie d'être un parent parfait, qui essaie d'être présent partout et qui, bien sûr, va s'épuiser, va commencer déjà à s'épuiser en essayant d'être présent partout. Alors voilà un premier exercice, un premier outil que j'aimerais partager avec vous, qui moi m'a beaucoup aidé, je reconnais en tant que maman, c'est de temps en temps de faire un petit bilan là de toutes ces tâches que l'on se donne en tant que parent. Il faut qu'il fasse du sport, il faut qu'il mange bio, il faut qu'il joue, il faut qu'il fasse des écrans mais pas trop, etc. C'est de faire un petit check-up de temps en temps de toutes ces tâches que l'on se donne en tant que papa, en tant que maman, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et de remettre un petit peu de hiérarchie dans tout ça, c'est-à-dire de temps en temps de se dire, bon, qu'est-ce qui est vraiment indispensable? Et honnêtement, ce qui est indispensable, c'est que votre enfant aille bien et que vous alliez bien, ça fait partie des indispensables. Oui, votre enfant, il a besoin de manger, mais il n'a peut-être pas besoin tout le temps de manger des petits pots maison. Oui, il a besoin de jouer, mais il n'a pas besoin du dernier jeu à la mode. Il a, voilà, donc de revenir sur les vrais indispensables, et vous voyez bien qu'ils sont au cœur du cercle, mais qui sont assez restreints en réalité. Puis après, se dire, voilà, qu'est-ce qui pourrait être super, qu'est-ce qui pourrait être un plus, et puis s'autoriser aussi un bof si j'ai le temps, bof si c'est possible. Et vous voyez bien que là, on est sur quelque chose de beaucoup plus large, mais c'est de reprendre un petit peu nos priorités en tant que parents, parce qu'on est un peu dans cette course aujourd'hui du toujours plus. Il faudrait encore et encore plus, et ça, c'est pas possible. Ça fait qu'en tant que parent, on s'épuise, et puis ça donne l'impression aussi aux enfants que tout est au même niveau, alors que c'est pas le cas. Il y a des besoins et des envies, et c'est important de faire la différence. Donc, nos besoins, par exemple, voilà, je vous l'ai dit, on a besoin de manger et on a envie de manger, je ne sais pas, un pain au chocolat ou du foie gras. Nos enfants, ils ont besoin de dormir et ils ont envie, une fois passé un certain âge, de dormir avec papa et maman. Et ça, c'est une envie et pas un besoin. Et en tant que parent, on est là pour répondre aux besoins de nos enfants, mais on ne peut pas répondre à toutes leurs envies. Ça, c'est pas possible. Ces envies, elles sont sans fin, elles sont multiples, elles ne s'arrêteront jamais. Et donc, c'est vraiment important, en tant que parent, de revenir sur cet indispensable et de se dire que quand on tient notre indispensable, on est déjà un super parent. Parce que c'est déjà pas simple, c'est déjà compliqué. Donc, restez sur nos indispensables parce que c'est là où, en réalité, il y a une absolue nécessité. Donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase, donc le parent se dit, je vais être un parent parfait. Donc, il commence à surinvestir son rôle parental. Il commence à vouloir se sentir indispensable. Il faut qu'il soit là tout le temps, qui gère tout le temps. Alors ça, mesdames, il faut quand même, je le dise, c'est plutôt un truc de maman, et de bien sûr s'enfermer un petit peu là-dedans, parce que plus vous êtes indispensable, moins les autres vont faire, hein, ça c'est obligatoire. Mais donc ça, c'est cette montée, et il se passe la même chose dans le travail. Il faut que je le fasse, il faut que je montre que je sois capable, il faut, et vous entendez, il y a beaucoup d'injonctions, hein, quand je dis il faut, ce sont des injonctions, des ordres quelque part. Donc là, c'est là où je vous propose de sortir, comme je le fais là, un petit élastique et de vous amuser de temps en temps à vous dire, mais là, quel est mon état de tension?
j'en suis où là dans ma vie de parent, j'en suis à quel niveau, et honnêtement, si vous en arrivez à vous dire, ah ben, faut que je fasse ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça, ben, vous voyez là, vous voyez que l'état de tension, il est vraiment important, et je pense que vous êtes en train de vous le dire derrière votre écran, le risque à force de tirer sur l'élastique, hein, c'est que l'élastique claque, et c'est là où arrive l'épuisement parental, et c'est là où arrive l'épuisement tout court, et c'est de temps en temps quand même de se dire, si j'en suis là, il y a sans doute des choses que je suis en train de faire et qui ne sont pas si indispensables que ça. Je ne suis pas si indispensable que ça. Et donc, de temps en temps, de revenir un petit peu en arrière. Parce que sinon, on en arrive à la phase 3, qui est la phase donc, de sacrifice de soi, avec le parent qui se dit je dois tout assumer, je dois tout faire, c'est à moi de faire face. Souvent, en plus, il n'y a pas de soutien autour parce que les familles peuvent être loin ou ne pas proposer de soutien parce qu'elles sentent aussi le parent hyper investi qui veut tout contrôler. Donc, dans ces moments-là, l'entourage a plutôt tendance à se mettre en retrait. Et donc là, on en arrive à un parent qui se sent tout le temps sur le qui-vive et qui se sent tout le temps impliqué. Et ça, ça crée un stress très, très important. Et donc, d'où le fait de ne pas oublier en tant que parent de se créer régulièrement, si possible, même tous les jours, des petits rituels de désengagement. Alors, je pense notamment à la fin de journée où en tant que parent, papa ou maman, on enchaîne notre journée de travail pour aller chercher les enfants, pour enchaîner les tâches du soir, très vite, les enfants à la garderie, à l'école, puis les devoirs, puis le bain, et puis le repas, et puis tout ça. Et on enchaîne tout ça sans respirer. Et c'est là où vraiment on finit la journée vraiment sur les rotules. Donc, c'est d'essayer d'avoir quand même des moments un petit peu de pause. Alors, vous allez voir dans les exemples dont je vais vous parler, c'est des moments très, très courts. Mais par exemple, je connais un papa qui, part du travail très, très vite en voiture, mais quand il arrive devant la garderie, il se donne le temps d'une chanson qu'il aime bien, qui dure environ 2 minutes, 3 minutes, et il l'écoute vraiment les yeux fermés, en mode je me relaxe avant d'aller chercher les enfants et avant d'enchaîner ma deuxième journée. Je connais une maman qui maintenant rentre chez elle, enlève son manteau, se pose et a instauré auprès des enfants que d'abord, elle se posait. Bon, elle aime une certaine boisson gazeuse, donc elle boit d'abord sa boisson gazeuse et seulement après, elle est disponible pour les enfants. Alors, bien sûr, au début, les enfants ont eu du mal, mais maintenant, c'est vraiment devenu une habitude. C'est devenu une habitude. Les enfants ont compris qu'ils ne viennent pas l'embêter pendant ce moment-là. On me parlait tout à l'heure d'une assistante maternelle. Je connais une assistante maternelle qui, même s'il fait froid, même s'il neige, même voilà, quand le dernier enfant qu'elle garde est parti, elle va faire le tour de son jardin, elle sort 5 minutes dehors toute seule avant d'enchaîner la soirée avec ses enfants. Voilà, parce que c'est indispensable d'avoir ces petits rituels de désengagement, éventuellement d'aller les instaurer, parce que c'est la seule façon pour nous de pouvoir tenir. Je vais vous demander de couper le micro si c'est possible. Voilà, si vous pouvez, je vais le faire moi, désactiver le son. Et donc, si voilà, on en arrive au fait de monter, de vouloir être le parent parfait, d'être présent partout et de se sentir absolument indispensable, on en arrive à une phase énorme qui est une phase de frustration et qui est inévitable et qui est complètement normale, mais donc avec un parent qui est totalement
frustré par la situation et qui finit à un moment par tomber dans l'épuisement avec un énorme coup de fatigue. Et là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une cassure, hein, de vraiment, on parle de coup de bambou. On parle vraiment là tout d'un coup d'un parent qui est plus du tout disponible qui s'effondre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, avec cet épuisement physique et émotionnel, avec cette distanciation affective et cette perte d'efficacité dans ses rôles parentaux. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus capable d'aller au travail ou d'avoir des activités à côté, hein. On n'est pas sur une dépression majeure, on n'est pas sur une dépression qui va occuper tous les champs. Au contraire, on est vraiment, mais là, le parent n'a plus aucun plaisir à fonctionner en tant que parent et l'énergie est extrêmement, extrêmement compliquée. Donc, avec des facteurs de risque et de protection, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais surtout avec l'idée que vous le voyez, pour pouvoir comprendre et expliquer l'épuisement parental, c'est à la fois une question de ressources et une question de risque. C'est le fait qu'en tant que parents, nous sommes tous confrontés au stress, mais qu'il y a un moment où on arrive à se ressourcer, où on arrive à aller retrouver un peu d'élan, ou alors on a un moment où on est moins exposé au stress et donc ça nous permet de nous protéger par rapport à ça. Mais il faut vraiment que vous ayez cette image de balance et donc c'est normal hein, qu'on ait des changements entre risques et ressources, mais vous comprenez que dans l'épuisement parental, tout d'un coup, les risques deviennent très, très, très importants et les ressources, malheureusement, ne sont plus suffisantes. Donc, c'est vraiment un équilibre, un déséquilibre qui s'installe de façon durable. Mais dans ces moments-là, on a souvent tendance en tant que parents à se dire va falloir que je travaille sur les stresseurs. Non, vous le voyez à l'écran, on a en réalité 4 façons de travailler tout cela. On va travailler du côté des stresseurs, ça c'est certain, de 2 façons, mais on va aussi aller travailler du côté des ressources parce qu'on va être honnête, il y a des stresseurs qu'on ne peut pas enlever, il y a des stresseurs qu'on va alléger un petit peu, mais ça ne va pas suffire. Et donc, il va falloir, si on ne peut pas faire diminuer les risques, les stresseurs, il va falloir aller augmenter les ressources. Parce que ça, c'est comme ça qu'on va réussir à pouvoir faire fonctionner les choses. Donc, quand on est en train de subir un épuisement parental ou qu'on n'en est pas loin, hein, vous aurez compris, parce que c'est intéressant de le faire avant, on sent qu'on est dans ce burn-in, qu'on commence à monter par rapport à ça, c'est cette question de se dire, est-ce que je ne peux pas éliminer des choses parce que sinon, je vais aller dans le mur, ou est-ce que je ne peux pas aller chercher de l'aide? Alors, par exemple, retirer des stresseurs inutiles, là, vous le voyez à l'écran, c'est par exemple d'enlever un certain nombre d'activités extrascolaires. Et on a peut-être trop. Peut-être qu'on a besoin d'alléger les plannings. Peut-être qu'on a besoin aussi de s'enlever, moi je ne sais pas, hein, je vous donne comme exemple le stress de l'apprentissage du piano ou de la musique parce que personne n'y a du plaisir, l'enfant pas du tout. Et à ce moment-là, on a plus de stress qu'autre chose. Donc, c'est de se poser cette question-là. Parfois, on ne peut pas retirer le stresseur, mais on peut peut-être l'alléger. Alors là, vous voyez, c'est par exemple d'essayer de voir si on ne peut pas être aidé pour les devoirs. Alors moi, je connais des mamans qui ont trouvé quelque chose que j'ai vraiment trouvé super. Là, vous allez voir, c'est à la fois alléger le stresseur et trouver les ressources. Elles font un échange d'enfants pour les devoirs.
c'est-à-dire que le mardi, une des mamans prend tous les enfants et l'autre maman va faire du sport. Et le jeudi, c'est la deuxième maman qui prend tous les enfants et la maman 1, elle, se repose. Voilà, elle fait pas de sport spécialement, mais c'est sa soirée où elle est cool, où elle peut rentrer plus tard, où elle peut faire un certain nombre de choses. Et ils se sont rendus compte d'ailleurs que les devoirs se passaient beaucoup mieux et qu'il y avait moins de stress par rapport à ça. Donc, c'est le fait, par exemple, de faire appel aux grands-parents ou aux conjoints, d'aller chercher, d'alléger les stresseurs ou d'aller chercher des ressources qui sont déjà présentes, mais auxquelles on ne pense peut-être pas automatiquement. Et puis, dernier axe, c'est le fait peut-être d'aller chercher des ressources auxquelles on n'a pas encore pensé. Alors, d'aller chercher des ressources parfois institutionnelles, d'aller chercher auprès des parents d'élèves aussi, d'aller chercher peut-être des ressources aussi autour de nous, notamment dans les centres sociaux. Il y a plein de choses qui existent auxquelles on ne pense pas automatiquement. Alors souvent, parce qu'on croit qu'en tant que parent, on doit savoir faire face, on doit se débrouiller, on doit pouvoir être ce parent parfait, mais j'espère que vous aurez compris par la présentation de ce soir que c'est là où est l'erreur. C'est que quand on pense qu'on ne doit pas aller chercher de l'aide, c'est là où on se trompe cruellement sur notre parentalité. Être parent, c'est dur, c'est compliqué, même quand on a des outils pour ça. Et donc, c'est pour ça que oser dire, c'est compliqué, c'est difficile, comment vous vous en sortez-vous, comment est-ce qu'il n'y a pas des aides qui sont possibles, c'est le premier pas autour du rétablissement. Et puis là, donc vous voyez d'ailleurs, ça fait partie des axes, demander de l'aide à l'entourage, aux amis, aux grands-parents, aux voisins, faire des échanges avec les voisins. Et puis, bien sûr, le couple, ça, c'est un des éléments importants. Il y a aussi le fait de travailler autour de ses émotions, de travailler aussi autour des émotions de l'enfant. Ça, c'est un élément important, c'est de pouvoir oser se dire, là, je suis en colère, là, je suis déçue, là, je suis fatiguée. Alors, pas le dire automatiquement à l'enfant, mais pouvoir aller le dire à un adulte autour et de pouvoir aussi, accueillir les émotions des uns et des autres. Certains soirs, dire, ce soir, tout le monde est fatigué, c'est difficile pour tout le monde, on va faire le strict minimum et on va aussi un petit peu se céder. Donc voilà, c'est développer l'auto-empathie, c'est ce qu'on appelle l'auto-empathie, c'est-à-dire que toutes nos émotions sont légitimes. On a le droit, en tant que parent, d'être épuisé, fatigué, déçu par certaines situations. On n'a pas le droit tous les comportements, eux, ne sont pas acceptables, évidemment. On n'a pas le droit de jeter à la tête de l'enfant, ni d'avoir des gestes violents. Mais par contre, reconnaître qu'on est dans cet état émotionnel et pouvoir se le dire, c'est un élément très, très important. En tant que parent aussi, comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas dues à nous, qui sont dues au fait que on a des jeunes enfants à la maison, au fait qu'on a des ados, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas la plupart du temps le faire. Donc, accepter que, en tant que parent, on a des choses qu'il faut apprendre et c'est pas parce qu'on est nul, c'est parce qu'on ne nous a pas donné les informations et les outils. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est d'avoir, en tant que parent, ces informations et ces outils. Et puis, ne pas hésiter à mettre un cadre. Alors ça pourrait être un sujet de conférence en soi, mais aller chercher vraiment le fait d'avoir des interdits et du non négociable, mettre un cadre qui pourra évoluer, mais on le sait aujourd'hui, on peut être, et c'est tout à fait le principe de l'éducation positive, on peut être bienveillant et ferme en même temps. L'éducation positive ne veut pas dire
qu'il n'y a pas de cadre, qu'il n'y a pas d'autorité. Au contraire, il y a une autorité qu'on appelle une autorité assertive, une autorité qui est très présente, mais qui a besoin voilà, d'être un petit peu pensée, qui a besoin d'être réfléchie, donc d'aller vraiment vers cette réflexion autour de l'autorité, et puis de ne pas oublier aussi que en tant que parents, nous sommes à la fois papa et maman, père et mère, c'est-à-dire que moi, en tant que femme, j'ai deux fonctions, je suis maman et mère, et mon conjoint, en tant qu'homme, il est père et papa. Alors, pourquoi je fais cette distinction? C'est une distinction qui a été faite par Monsieur Jacques Salomé. Si vous préférez les fonctions maman-papa, ce sont les fonctions de maternage, de paternage. C'est le fait de prendre soin, de câliner, de jouer, de faire des chatouilles, d'aller se promener en forêt ou de jouer ensemble. Là, on est dans nos fonctions papa-maman, on est vraiment dans la fonction de soin. Et aussi, en tant que parents, nous sommes aussi des éducateurs. Nous avons aussi un rôle à jouer pour que nos enfants intègrent les règles sociales, intègrent la vie en communauté. Et donc, nous sommes aussi père et mère. Et ça, bien, c'est un élément important. Alors, avoir conscience de ces deux casquettes, ça nous permet, je pense, un peu de nous déculpabiliser, de dire que ça fait partie de notre rôle de parent, de frustrer notre enfant, de lui dire non, d'être dans l'éducatif. Par contre, ça ne nous empêche pas, une fois qu'on a fait cet éducatif, de revenir dans notre rôle de maman et de papa, et de ne pas oublier aussi que nos ados ont bien sûr besoin d'un père et d'une mère, parce qu'au moment de l'adolescence, évidemment, on a un certain nombre de choses à mettre en place et le côté éducatif est très important. Et en même temps, eh bien aussi, de ne pas oublier qu'ils ont aussi besoin d'un papa et d'une maman, qu'ils ont aussi besoin de moments, d'instants où on va éviter les sujets éducatifs, les sujets qui fâchent, pour être dans le soin, dans le plaisir. Alors, avec des ados, surtout s'ils sont un petit peu méfiants, ça dure peu de temps, c'est quelques minutes, mais ces quelques minutes-là, elles sont très importantes. Si on peut avoir plus, c'est bien. Mais voilà, de ne pas oublier que face à l'épuisement parental, dans les ressources, il y a le fait d'avoir quand même des liens, des relations apaisées avec nos enfants, avec nos ados, même si ce n'est pas tout le temps. Évidemment, on oublie le mythe du 100%, mais il faut des moments où quand même on se retrouve, parce que sinon, c'est une immense frustration et donc un épuisement vraiment très, très important. Et puis, pour finir, ma présentation, avant de répondre à vos questions, je voudrais partager avec vous ces deux phrases, ces deux pépites que mon amie Francine Lavergne avait partagées avec moi il y a déjà quelques années. Alors, j'ai toujours beaucoup de plaisir et d'émotion à parler de Francine parce qu'elle est décédée malheureusement aujourd'hui et c'était une magnifique thérapeute. Et Francine m'avait dit un jour, alors que je m'épuisais en tant que maman à essayer d'être partout, elle m'avait dit, il va falloir choisir tes batailles. Ça revient sur les cercles de liberté, de vérité que je vous ai présenté tout à l'heure. Effectivement, en tant que parent, notamment en tant que parent de jeunes enfants ou d'adolescents, il faut savoir choisir ce qui est vraiment important. Vous n'aurez pas raison sur tout, vous n'obtiendrez pas satisfaction sur tout. Il y a un minimum à définir et des batailles importantes, et notamment le fait de rester en lien avec nos enfants et de ne pas nous épuiser, ça fait partie de nos batailles primordiales. Et puis, elle avait partagé aussi avec moi cette phrase, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux avoir raison ou est-ce que tu veux être heureuse? Il y a plein de fois où on va être en conflit avec notre conjoint, avec nos enfants, et où on sait quelque part qu'on aurait raison, qu'on a raison, qu'on pourrait le prouver et insister, mais à quel prix?
À quel prix pour la relation? À quel prix pour l'ambiance familiale? Et notamment avec des adolescents qui ont tendance à négocier surtout, à essayer d'avoir le dernier mot. Il y a des fois, il vaut mieux choisir d'être heureux et de dire, écoute, si c'est ce que tu penses, si c'est ce qui est important pour toi pour l'instant, on va se dire que nous sommes d'accord, ou alors cette expression anglaise que j'aime beaucoup, we will agree to disagree, c'est-à-dire nous allons nous mettre d'accord sur le fait de ne pas être d'accord, mais en tout cas nous sommes d'accord sur ce fait parce que c'est aussi ce qui va nous permettre de nous recharger et d'éviter quand même du stress important. Il y a beaucoup de stress aujourd'hui qui est dû au fait que nos relations familiales sont malheureusement conflictuelles. Alors, je n'aurai pas le temps d'en parler, mais il y a les écrans, évidemment, qui sont aussi une stress en réalité de conflit et qui peuvent nous amener vers un épuisement parental parce qu'on essaie et on n'arrive pas à faire bien, ce que nous aimerions par rapport à cela. Voilà pour la présentation un petit peu organisée, je vais dire. Je suis à votre disposition pour toutes les questions qu'il peut y avoir maintenant ou les demandes de précision. Est-ce qu'il y aurait des questions? Nous sommes en tout petit comité, donc n'hésitez pas à poser votre question librement et en ouvrant votre micro si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y aurait besoin éventuellement d'une précision supplémentaire ou Alors, j'ai pas forcément une question, Sylvie Méran, mais plutôt une remarque, parce que la ville de Metz s'engage à travailler sur le rapport des 1000 jours et de mettre en place de manière interpartenariale en tout cas, et aussi avec les parents, une maison des bébés. Et je pense que c'est de la prévention aussi que de parler d'épuisement et d'avoir, comme vous disiez, un réceptacle, pouvoir en parler quand effectivement on n'a pas forcément d'entourage, quand on se sent seul et démuni. Donc, c'est vrai que l'apport que vous amenez, c'est vraiment très, très intéressant parce que ça pose des fondations justement de savoir comment les parents sont aujourd'hui dans leur rôle et leur fonction parentale. Donc, du coup, ça enrichit vraiment notre réflexion et bien que les parents qui se sont inscrits à cette conférence sachent qu'on peut rejoindre par le biais de la ville de Metz, en tout cas, des dispositifs qui permettent de décaler les choses simplement et de faire en sorte que la fonction parentale soit des fois un peu plus agréable quand elle est stressante, hein, évidemment. Bien Sinon, sûr. il n'y a pas de souci. Voilà, c'était une remarque. Très bien, merci. Oui, c'est très important de pouvoir aller sur les relais et de savoir où aller chercher ces relais parce que on sait aujourd'hui que dans la prévention autour de cette notion d'épuisement parental, ce qui va vraiment jouer, c'est la façon dont le parent va pouvoir se sentir en sécurité et j'ai envie de dire décomplexé
angoissé sur le fait de pouvoir dire qu'il est en difficulté. C'est vraiment, et c'est pour ça que c'est important aussi que les professionnels soient au courant et qu'on puisse avoir, je vous en remercie, ce type d'action auprès des parents, parce qu'on se rend compte qu'en réalité, il y a beaucoup de situations d'épuisement parental qu'on pourrait éviter en réalité, même très très rapidement, parce que à partir du moment où le parent en parle suffisamment tôt, on peut l'aider à arrêter, vous voyez, cette phase de burn-in. Donc ça, c'est vraiment un élément important, et de comprendre que alors on n'arrivera peut-être pas toujours à mobiliser, je vous rejoins, Jory, à mobiliser les parents par rapport à ça, mais déjà d'en parler, de dire que ça existe, que n'importe quel parent peut être concerné, et qu'il n'y a pas de profil type, et que ce n'est pas lié au fait d'être un mauvais parent, c'est déjà quelque chose de très très important. Donc ça, c'est un élément qui peut aider. Je viens de vous mettre à l'écran un autre élément qui sont des webinaires qui s'appellent le Mardi Spaghetti, qui est organisé par la CAF 37, où vous verrez, il y a un certain nombre de webinaires, et je vous ai mis celui sur l'autorité, celui que j'ai donné sur l'autorité. Je viens de vous mettre le lien, parce que ça peut vous donner aussi des éléments supplémentaires, parce que voilà, je suis obligée de parler rapidement de cette question d'autorité, mais souvent, les parents qui tombent dans l'épuisement parental ont vraiment voulu être de très, très bons parents. C'est ça qui est très injuste en plus dans l'épuisement parental, c'est que ce sont des parents qui ont essayé, mais qui ont vraiment essayé et essayé et essayé, et qui finissent un jour par s'épuiser à peut-être essayer d'être trop gentil, trop présent, trop combler l'enfant, et à se sentir parfois voilà, en épuisement par rapport à ça. Alors oui, aussi, on me dit parfois c'est le couple qui peut être en burn-out, en tout cas qui peut se perdre. Et c'est ça aussi qui est très important. Parfois, les parents me disent oui, bon, bah, actuellement, on est très occupé par notre charge de parents, notre couple souffre, mais c'est pas grave, on sait que ça va aller, qu'on va se retrouver. Et là, je suis obligée à chaque fois de rappeler aux parents, de leur dire non, mais avoir des temps à deux en couple, vous ne le faites pas que pour votre couple. C'est une ressource très importante en tant que parent. Je vous rappelle la balance que je vous ai présentée tout à l'heure. C'est vraiment important comme on a quand même qu'une action un peu limitée sur les stresseurs, parce qu'on en subit quand même beaucoup. C'est vraiment très important d'aller chercher des ressources. Et quand un couple arrive à passer un petit peu de temps ensemble, c'est une vraie ressource pour le couple parental aussi. Donc, c'est vraiment, ce n'est pas... parfois, les parents ont tendance à me dire, oui, mais ce n'est pas l'essentiel. Ben si, s'occuper de soi, s'occuper de son couple, c'est quelque chose de très, très important, parce que dans le mobile de la famille, on retrouve d'abord soi et le couple. Donc, et c'est vrai que c'est difficile d'investir, voilà. Alors là, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir en tête qu'en tant que parent, bien sûr, on aimerait tous aller passer une semaine de vacances à deux, pouvoir aller au restaurant, passer des week-ends. Bon, on sait que c'est compliqué, on sait que c'est vraiment difficile, donc c'est aussi de penser, nous en atelier, on appelle ça les PPPPP, c'est les premiers plus petits pas possibles. Donc, c'est les choses les plus faciles à faire, les plus... Voilà, c'est peut-être coucher les enfants et se regarder, mais vraiment ensemble, une série. C'est quand on a des enfants un petit peu plus grands, peut-être aller passer une demi-heure dehors dans le jardin, je ne sais pas, ou au parc, que tous les deux à côté de la maison, parce qu'on peut rentrer très vite. Enfin, je ne sais pas, ça dépend bien sûr de l'âge des enfants. S'ils sont petits, on ne peut pas. Mais c'est
d'essayer, ou quand ils sont vraiment petits, c'est de les coucher tôt et d'avoir un dîner aux chandelles à la maison. Voilà, alors le resto, c'est sympa, mais voilà, c'est de penser à ces petits pas que l'on peut faire et qui vont venir remplir un petit peu ce réservoir, parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'important, hein. Quand le réservoir est vide, plus personne avance, hein. Vraiment plus personne. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a éventuellement une dernière question, un dernier point avant de clôturer ce webinaire qui vous sera proposé en replay, hein, de toute façon. Je vais envoyer les liens à Madame Méran et à Madame Miliani, et elles vous les communiqueront, le lien, pardon, et elles vous le communiqueront. Donc, vous aurez la possibilité de toute façon de revoir ce webinaire si vous le souhaitez. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vais peut-être laisser Mesdames Méran et Miliani avoir le mot de fin. Oui, ben, j'allais dire comme d'habitude, hein, ce bon sens est tellement agréable à entendre et rassurant. Donc, merci une fois de plus, hein, de nous donner en plus j'allais dire des recettes. Voilà, il y a des choses très concrètes qui peuvent faire partie du quotidien et qui peuvent effectivement nous rassurer, et puis avoir des jauges. Le petit élastique est intéressant. Le petit élastique, voilà, c'est ça exactement. Donc, voilà, ouais, merci encore, parce que c'est vraiment un plaisir. Nous nous rencontrerons certainement aussi sur la question de l'adolescence, parce que c'est un peu à part. Hein, là, on fait partie d'un pôle petite enfance, c'est un peu à part, mais en fait, il y a de plus en plus de questions sur effectivement l'adolescence, et les parents ont besoin d'être rassurés et de connaître leurs ados. Donc, Oui. du coup, on se retrouvera et voilà, sur ce thème. Voilà, peut-être que ma collègue veut passer. Bien sûr. Voilà. Merci. Karima, je ne sais pas si… Je vois que… Je ne sais pas si… Ah, oui, ça y est, ça y est. Voilà, je viens de désactiver, effectivement, j'avais un peu de mal avec mon micro. Je voulais juste partager effectivement les remarques de Sylvie. C'est tout à fait agréable de vous écouter, et c'est aussi effectivement déstressant, parce que vous donnez plein pas de recettes, mais d'outils en tout cas pour se retrouver, et puis prendre un peu de distance par rapport à notre fonction parentale. Donc, tout à fait intéressant. Et puis effectivement… ce besoin de se préserver des petits rituels de désengagement. Moi, je retiens ça effectivement dans vos interventions. Et puis, de travailler sur les stresseurs et les ressources. Tout à fait. Voilà. Et je vous remercie en tout ça. Et puis, un exposé très adapté à tout public. Donc, merci en tout cas pour cette intervention. Écoutez, que nous ne manquerons pas de relayer. Merci beaucoup, Oui. mesdames. Merci de votre confiance. De très bonnes fêtes de fin d'année à vous tous. En prenant soin de vous, vous l'aurez compris, hein, je vous rappelle que dans une famille, le papa et la maman sont les êtres qui tiennent la maison, donc ils ont besoin d'aller bien. Voilà, merci beaucoup pour votre présence, et prenez soin de vous. Merci à vous. Au revoir, bonne soirée.